Bonjour à tous. Avec une de mes précédentes vidéos, j'ai pu constater que vous aimiez beaucoup les théories. Et ça tombe plutôt bien parce que moi aussi. Du coup, je vous ai une nouvelle fois sélectionné quelques théories sur l'univers de Doctor Who. Certaines d'entre elles viennent d'ailleurs directement de commentaires que j'ai reçus, donc n'hésitez surtout pas à m'en proposer. J'aime toujours autant lire vos suggestions, tant qu'elles sont formulées avec respect bien entendu. Mais attention, cette fois-ci, c'est un peu différent de la dernière fois. Car si dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté 3 grosses théories qui remettaient beaucoup de choses en question, jusqu'à donner une vision complètement différente de la série pour certaines, ici je me suis surtout concentré sur des petites hypothèses plausibles qui fondamentalement ne changeraient pas grand chose à l'univers, mais dont j'aime penser qu'elles pourraient être vraies. Vous allez voir que certaines d'entre elles vont vous paraître comme une évidence, alors que jusqu'à présent, aucune n'a été confirmée dans la série. Alors commençons sans plus attendre. L'univers de Doctor Who est rempli de mystères, mais l'un d'entre eux est aussi vieux que la série elle-même, puisqu'il se manifeste dès le tout premier épisode en 1963. Ce mystère qui, encore aujourd'hui, n'a eu le droit à aucune explication officielle, peut se résumer en une question très simple. De qui Suzanne est-elle la fille? Car il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la série classique, le personnage de Suzanne a toujours été désigné comme étant la petite fille du Docteur. Et si l'on considère que cette information est vraie, et c'est ce que la série semble nous faire croire, il est pourtant difficile de s'imaginer le Docteur ayant eu une famille. Car paradoxalement, Suzanne est la seule et unique représentante de sa famille biologique. Et ce, dans toute la série. Sauf que, logiquement, si Suzanne est bien sa petite fille, non seulement ça veut dire qu'il a donc été en couple il y a très longtemps, mais qu'en plus, il aurait carrément eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants à leur tour. En somme, c'est tout un pan de la famille du Docteur dont on ignore absolument tout. Enfin, ignore-t-on vraiment tout? Bon, je vais pas passer par 4 chemins, en plus je suis sûr que beaucoup d'entre vous y ont déjà pensé, mais effectivement, on connaît déjà une certaine fille du Docteur qui traîne quelque part dans l'univers. Alors se pourrait-il que Suzanne soit tout simplement la fille de Jenny, le personnage présenté comme étant la fille du Docteur dans l'épisode du même nom? Alors je vois déjà venir certains d'entre vous qui vont me sortir très naïvement que ce personnage est apparu en saison 4 des New Who, or Suzanne est présentée dès la saison 1 des classiques, mais sérieusement, vous êtes au courant que Doctor Who est une série basée sur le voyage dans le temps? Non mais je préfère prévenir parce que je reçois encore régulièrement des commentaires sous ma dernière vidéo théorie qui me rappellent que River Song est morte en saison 4, et que par conséquent, elle ne peut pas être l'hybride. Je trouve ça fou qu'on puisse penser de manière si restreinte et linéaire, alors que c'est littéralement toute la série qui est basée sur le voyage dans le temps. Surtout River Song quoi, qui en est l'incarnation la plus ostentatoire. Mais bref, donc si vous réfléchissez d'un point de vue non linéaire... Et en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre. Jenny pourrait parfaitement être le chaînon manquant de la famille du Docteur, car mine de rien, elle aussi représente un mystère à sa manière. On sait qu'elle survit à la fin de l'unique épisode où elle apparaît, mais on ne l'a jamais revue depuis. On ne sait donc pas du tout à quoi ressemble sa vie après cet épisode. Alors oui, je sais, Big Finish a déjà raconté quelques-unes de ses aventures en audio, mais bon, personnellement, j'ai un peu de mal avec Big Finish quand on voit ce qu'ils font avec certains personnages. Donc en clair, le Docteur aurait rencontré sa petite fille dès sa première incarnation, donc dès la saison 1 de 1963, mais sans savoir d'où elle venait parce que, Spoilers. Et c'est pour ça que le Docteur ne parle jamais de ses supposés enfants, malgré la présence de Suzanne. Tout simplement car pendant longtemps, il n'avait aucune idée d'où lui venait sa petite fille. C'est donc bien plus tard, lors de sa 10e incarnation, qu'il put enfin découvrir qui était sa fille. Ce qui colle d'ailleurs parfaitement avec la réaction du Docteur dans cet épisode. Dès le premier coup d'œil, il sait immédiatement qui elle est, alors qu'elle vient tout juste, d'être créée finalement. She's my daughter. Hello, Dad. Personnellement, j'aime beaucoup cette hypothèse, ça donne une dimension complètement différente au duo Suzanne-Docteur des premières saisons classiques. Et avec une série comme Doctor Who, ce genre de supposition est loin d'être une aberration. On a évoqué River Song tout à l'heure, et on en parle assez souvent d'ailleurs, car elle aussi est une source presque intarissable de mystères non résolus. L'un d'entre eux concerne un dialogue à première vue assez anecdotique, présent dans le tout premier épisode où elle apparaît. Dans cet épisode où le Docteur rencontre River pour la première fois, et ne sait donc absolument rien d'elle, il semble être intrigué par une chose en particulier. Enfin en réalité il est intrigué par beaucoup de choses la concernant, mais certains de leurs échanges m'ont toujours laissé particulièrement dubitatif. Looks exactly like mine. Yeah, you gave it to me. I don't give my screwdriver to anyone. I'm not anyone. We'll use the red settings. Doesn't have a red setting. We'll use the dampers. He doesn't have dampers. It will do one day. So
Sometime in the future, I just give you my screwdriver. Yeah. Dans ces dialogues, on comprend assez clairement que River Song possède le tournevis sonique du Docteur, et qu'il lui aurait donc donné dans le futur. Sauf que, en saison 9, quand on a enfin l'occasion de voir la dernière scène entre les deux personnages, c'est en réalité un tout nouveau Sonic qui lui est offert. Et c'est d'autant plus perturbant que celui-ci ressemble à une version redesignée de celui du 10e Docteur. Or, le tournevis du 10e, il a cramé dans The 11th Hour. Ma théorie, aussi évidente soit-elle, est donc la suivante. Le Docteur aurait récupéré les vieux débris de son ancien tournevis, afin de le réparer et le customiser au passage, pour enfin pouvoir l'offrir à River Song. Ouais bon ok, j'imagine que vous vous attendiez à mieux. Mais sans déconner, c'est un truc qui m'a toujours perturbé. Pourquoi River Song nous fait clairement comprendre que le tournevis qu'elle possède est celui du Docteur? Alors bien sûr, peut-être que certains vont me dire qu'ils l'ont déjà compris de cette façon, mais soyons clairs, ça n'est jamais détaillé dans la série, donc techniquement, c'est bel et bien une théorie. Bon, c'est pas une théorie méga élaborée, hein, certes, mais une théorie quand même. Et oui, je vous avais prévenu que les théories de cette vidéo n'allaient pas remettre en question tout l'univers de la série, et que certaines vous sembleraient être des évidences. Au moins, je vous ai pas menti. Bon ok, comme j'admets que c'est un peu léger, j'aimerais attirer votre attention sur cet extrait en particulier. All the Sonic trial, I thought it was just embarrassing. Vous voyez cette action de la part du Docteur? Eh bien, selon plusieurs commentaires YouTube sous la vidéo de l'extrait en question, dont un a été liké par le compte officiel de Doctor Who, à ce moment précis, le Docteur vient en réalité de scanner le corps de River, et c'est ce qui va lui permettre, ou plutôt c'est ce qui lui a permis, de sauvegarder son esprit dans la bibliothèque, dans l'épisode Forest of the Dead. Pas mal, non? Je ne sais pas vraiment si ce n'est qu'une théorie de fan ou si c'est encore un coup de génie de la part de Steven Moffat, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette explication. Vous l'avez peut-être remarqué, mais personnellement, les théories que je préfère sont souvent celles qui comblent des vides scénaristiques. J'ai souvent beaucoup plus de mal avec les théories purement gratos, qui n'apportent pas grand chose à l'univers. Genre typiquement celle à base de « en fait c'est un rêve depuis le début », que l'on retrouve partout tellement ce postulat est applicable à n'importe quelle œuvre de fiction. Non, comme toutes celles que je vous ai présentées jusqu'à présent, je préfère les théories qui justifient un élément de la série jusqu'alors resté sans explication. Et c'est le cas de cette excellente proposition de mon ami Toutou, qui au milieu d'une conversation Twitter autour de Doctor Who, m'a fait part d'une de ses déductions à laquelle j'ai immédiatement adhéré. Revenons en 2013 avec l'épisode The Day of the Doctor. Cet épisode, en plus de célébrer les 50 ans de la série, est aussi l'occasion de voir véritablement John Hurt dans le rôle du Docteur. Le pauvre n'aura eu que très peu de temps à l'écran, au point qu'il sera carrément obligé de se régénérer dès la fin de l'épisode. Une régénération qui arrive de manière si abrupte qu'ils ne se sont même pas fait chier à la justifier scénaristiquement. Non mais c'est vrai, je suis le seul à m'être toujours demandé qu'est-ce qui a bien pu provoquer la régénération du War Doctor. Genre il s'est pas fait tirer dessus, il a pas l'air dans un sale état, a priori il s'est pas fait empoisonner ou amputer, alors qu'est-ce qui justifie cette régénération? Et le plus ironique, c'est que quand il s'apprête à se régénérer, il a l'air de trouver ça parfaitement normal. Évidemment, ça me semble logique. Et comment ça logique? En quoi c'est putain de logique? Un seigneur du temps c'est censé se régénérer pour éviter la mort. En quoi ce Docteur était en danger de mort à ce moment précis? Et c'est là que la théorie dont je vais vous parler entre en jeu. D'abord, souvenez-vous que cette incarnation du seigneur du temps était assez particulière. En effet, lorsque le 8e Docteur s'est retrouvé au bord de la mort en présence des sœurs de Karn, celle-ci lui demanda de mettre fin à la guerre du temps. Le Docteur accepta mais leur demanda en échange de faire de lui un guerrier, afin qu'il puisse faire face à ce fléau. Et c'est ainsi que les sœurs de Karn lui fit boire une sorte d'élixir provoquant sa régénération de manière un peu artificielle du coup, et faisant de lui un guerrier plus qu'un docteur. Or, lorsque cette mouture, portant désormais les traits du mythique John Hurt, rencontra deux de ses futures incarnations, à savoir le 10e et le 11e, ces derniers mettront tout en œuvre pour mettre définitivement fin à la guerre du temps, en figeant Gallifrey dans une bulle spatio-temporelle. Ainsi, le docteur de la guerre n'avait plus de guerre à laquelle se joindre. Il n'avait donc plus de raison d'être. Et c'est pour ça que, en toute logique, sa régénération a commencé à se déclencher un peu comme une sorte d'obsolescence programmée. En fait, vu sous cet angle, ça semble tellement être une évidence que certains vont peut-être me reprocher d'enfoncer des portes ouvertes. Sauf que j'ai fait quelques recherches de mon côté et je n'ai trouvé aucune info concernant la cause de la régénération du War Doctor. Comme si ça avait toujours été un mystère resté intact durant tout ce temps. Mais effectivement, maintenant que l'on a cette théorie en tête, on se rend très vite compte que c'est d'une telle évidence que ça ne fait presque aucun doute que c'est précisément ce qu'avait Steven Moffat en tête lorsqu'il a réalisé cette scène. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous aviez déjà parfaitement compris ça, ou si au contraire, tout comme moi, cette révélation vous a illuminé le cerveau. Dans tous les cas, je félicite et remercie Toutou pour cet éclair de génie.
Alors oui, je sais, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, mais encore aujourd'hui, je reçois des commentaires à ce sujet. Je voulais donc revenir là-dessus une dernière fois. Bon, déjà, je vous recommande de regarder ma précédente vidéo théorie. Mais pour faire court, j'avais partagé le fait que, selon moi, l'hybride autour duquel est centrée la saison 9 pourrait très bien être Riversong, étant donné qu'elle répond à tous les critères, qu'en plus cela justifierait sa capture par la confrérie du silence, et que de toute façon, ça serait toujours une meilleure explication que celle que nous a pondue Moffat à la fin de la saison. Suite à ça, j'ai reçu beaucoup de commentaires me parlant de Donna Noble, sauf que contrairement à ce que certains pensent, elle n'a jamais été à moitié Time Lord. D'autres ont évoqué le fait que Ashildr était également une hybride, et donc de ce fait, elle pourrait tout à fait convenir. Une hypothèse à laquelle j'ai déjà répondu dans une précédente vidéo. Mais il y a encore deux autres propositions auxquelles je n'ai pas encore réagi, et que l'on me propose encore très souvent en commentaire. Tout d'abord, on m'a beaucoup parlé de Jenny, la fille du docteur. Et oui, encore elle. Alors en effet, à première vue, cette hypothèse est assez attrayante, étant donné que le personnage a finalement pas servi à grand chose et que, comme dit plus tôt, on ne sait absolument rien de sa vie après l'épisode de sa naissance, j'avoue que l'idée me plaît beaucoup. Comme pour Ashildr, ça donnerait une vraie utilité à ce personnage. Le problème c'est que Jenny, c'est pas vraiment une hybride en fait. De ce que l'on comprend dans l'épisode, Jenny est une sorte de clone, ou en tout cas d'être vivant, créé à partir de l'ADN du docteur. C'est donc bien un seigneur du temps, mais créé artificiellement. Mais du coup, elle n'a rien d'une hybride. Et ouais, dommage. L'autre proposition qui est souvent revenue en commentaire concerne le double du 10e docteur, coincé dans le monde parallèle où vit actuellement Rose Tyler. Là encore, j'avoue que l'idée me plaît beaucoup. Et oui, souvenez-vous, en saison 4, le 10e docteur s'est servi de son reste de main coupée pour pouvoir se régénérer tout en gardant la même apparence. Plus tard, cette main aura la curieuse envie de devenir indépendante, en se créant un corps à part entière à partir de l'ADN de Donna Noble. Ouais, décidément, l'univers de Doctor Who, c'est quand même un sacré bordel. Suite à ça, ce clone involontaire du 10e docteur décida de rester tenir compagnie à Rose Tyler afin qu'elle soit comblée de joie dans sa dimension parallèle. Alors concrètement, je n'ai pas grand chose à redire à cette hypothèse. Bah oui, c'est bien un hybride, et pour le coup, lui, il est bien à moitié humain. Et vu que c'est en partie le docteur, il peut effectivement être un danger à redouter pour toute la galaxie. De plus, le fait qu'il se situe dans une autre dimension expliquerait pourquoi personne n'a encore jamais mis la main dessus, et donc ne reste encore aujourd'hui qu'une légende. Bon, comme dit dans une précédente vidéo, je préfère quand même ma théorie sur Riversong, car le fait qu'elle puisse être l'hybride justifie également beaucoup d'autres choses la concernant. Mais je reste toujours ouvert aux propositions, et en l'occurrence, l'hypothèse du clone du 10e docteur n'est clairement pas déconnante. Alors pourquoi pas. Cette théorie m'a été proposée par KM Amea et je le remercie d'avoir accepté que je la partage avec vous. Sa théorie se base sur deux éléments très mystérieux de la série, à savoir la présence de Tom Baker à la fin de The Day of the Doctor et la régénération chelou du 4e Docteur, incarné du coup également par Tom Baker. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo théorie que je vous invite encore une fois à regarder si ce n'est pas déjà fait, j'étais parti du principe que le conservateur, le personnage incarné par Tom Baker à la fin de The Day of the Doctor, était en réalité une version alternative du Docteur. Un Docteur qui viendrait d'une autre réalité dans laquelle il n'aurait pas connu d'autres incarnations au-delà de sa 4e apparence. J'aime beaucoup cette hypothèse car elle permet de fournir une explication au caméo de Tom Baker dans l'épisode des 50 ans. Mais on peut également voir les choses un peu différemment, car il est clair que si le Docteur a eu l'occasion de vivre beaucoup de régénérations différentes, la plus étrange d'entre elles reste quand même celle du 4e, dans l'épisode Logopolis. Dans cet épisode, on découvre un personnage, ou une entité, enfin on sait pas trop, ressemblant à une sorte de momie toute blanche, apparaissant quelquefois au loin en train d'observer le Docteur. Cette entité est appelée le Watcher, donc l'observateur, et elle est d'autant plus mystérieuse que lorsque le Docteur s'entretient avec elle lors d'une scène de l'épisode, ni ses compagnons ni même les spectateurs ne seront mis au courant de ce qui s'est dit durant cet échange. Comme si cet être énigmatique renfermait un secret que seul le Docteur avait le privilège de connaître. Bon, de ce qu'on arrive à comprendre par la suite, le Watcher aurait prévenu le Docteur de ce qui allait lui arriver un peu plus tard, à savoir sa mort imminente et donc sa future régénération. Bon ok, soit, mais le plus étrange c'est la manière dont se déroule cette fameuse régénération. En effet, pour ceux qui n'auraient encore jamais vu cette scène, au moment où le 4e Docteur tombe au sol et s'apprête à se régénérer, le Watcher s'approche et vient fusionner avec lui pour qu'enfin le visage de Tom Baker laisse place à celui de Peter Davison. Alors clairement, même encore aujourd'hui, cette régénération est sans aucun doute la plus incompréhensible de toutes. C'était quoi ce Watcher? Nyssa semble dire que c'est le Docteur lui-même. He was the Doctor all the time. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Et pourquoi sous cette apparence? Eh bien ce qui est formidable avec des univers tels que celui de Doctor Who, c'est que des hasards peuvent parfois nous mener à diverses réflexions. Et il se trouve que le hasard a fait que le Docteur ayant eu le droit à cette régénération chelou fut campé à l'époque par Tom Baker, le même Tom Baker qui, quelques années plus tard, fera un caméo à la fin de The Day of the Doctor. Donc forcément, à partir de là, c'est très tentant d'imaginer un lien entre les deux. Et si le Watcher était en réalité une sorte de cocon de sauvegarde? Un cadeau envoyé par les Seigneurs du Temps afin qu'il puisse sauvegarder une version de lui-même pour plus tard.
En fait, c'est un peu comme quand vous avez la possibilité de faire plusieurs sauvegardes sur un jeu vidéo, ou comme les save states sur un émulateur par exemple. En gros, vous pouvez sauvegarder un instant présent de votre partie qui pourra vous servir plus tard, soit parce que vous voulez revenir en arrière à un moment donné, soit parce que vous voulez faire des choses différentes sur une version parallèle à votre sauvegarde principale. À partir de là, il y a deux embranchements possibles à cette théorie. Soit vous considérez que le Watcher s'est servi de cette sauvegarde pour créer une version alternative du Docteur, et c'est cette version que l'on retrouvera dans le musée dans l'épisode des 50 ans, soit vous pensez que cette sauvegarde a pour but de rester de côté pour plus tard, et qu'une fois arrivé à la fin de sa vie, proche de la retraite, le Docteur décida de se servir de cette sauvegarde pour reprendre sa 4ème apparence, ou alors de prolonger sa vie si l'on considère que cette sauvegarde n'implique pas seulement l'apparence, mais l'incarnation dans son entièreté. Et ce serait donc bien une version future du Docteur que le 11e rencontre à la fin de The Day of the Doctor. J'avoue que même si cette dernière possibilité détruit complètement la théorie de ma précédente vidéo, je l'aime vraiment beaucoup. En effet, c'est exactement le genre d'hypothèse que j'apprécie tout particulièrement, car non seulement elle donne une explication à la régénération vraiment très étrange du 4ème Docteur, mais en plus elle justifie la présence de Tom Baker dans cette fameuse scène de l'épisode des 50 ans. Donc vraiment, bien joué à toi, KM, j'aime vraiment beaucoup cette théorie, et tout le mérite lui revient, évidemment. Honnêtement, là, je pense avoir fait le tour de toutes les théories que, personnellement, je trouve suffisamment pertinentes pour être partagées. Parce que oui, je sais que le fandom en a encore beaucoup d'autres en réserve, et peut-être que je vous en parlerai un jour, mais comme je l'ai dit précédemment, personnellement, j'ai tendance à préférer les théories qui ont une réelle utilité à l'univers de Doctor Who. Donc j'espère que ces quelques théories, aussi courtes soient-elles pour certaines, vous ont malgré tout satisfaites. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, et comme pour la précédente vidéo, vous pouvez également me proposer les vôtres, car comme vous avez pu le voir, les commentaires que je reçois peuvent parfois m'inspirer. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.